Hello, Bozos. Currently, I'm in United States of America, and I'm going to read you the new chapter, the chapter 17, La volonté. Dépêche-toi, Pip. Allez! Mon cousin Finn me tira plus fort sur le bras. J'avais 6 ans, et nous nous trouvions en plein centre-ville de Dublin, au milieu d'une foule hurlante. Finn, j'arrive pas à te suivre, géniai-je. Mais il n'en tint aucun compte. C'était la première fois de ma vie que mon cousin ne m'écoutait pas. Nous étions censés aller au cinéma ce jour-là. C'était une froide matinée de février 2046, durant laquelle le soleil hivernal dardait ses rayons d'un blanc doré sur la Liffey. Je passais les vacances chez ma tante Sandra. Elle avait chargé Finn de veiller sur moi pendant qu'elle allait au travail. J'avais voulu aller voir un film avant de déjeuner au Temple Bar, mais mon cousin avait préféré me montrer la statue de Molly Malone. C'était important, clamait-il, trop important pour passer à côté. Une journée très spéciale. On va écrire l'histoire, Pip, m'avait-il dit en pressant ma petite menotte engoncée dans sa moufle. J'avais froncé le nez quand il m'avait dit ça. L'histoire n'existait qu'à l'école. J'adorais mon cousin. Il était grand, drôle et intelligent, et il m'achetait des bonbons dès qu'il avait un sou en poche. Mais j'avais déjà vu Molly des centaines de fois. Je connaissais en outre sa chanson par cœur. Tout le monde la chantait tandis que nous approchions de la statue. J'observais le visage écarlate de tous ces gens, aussi terrifiés qu'excités. Finn beuglait aussi fort qu'eux, et je l'imitais, même si je ne comprenais pas la raison de cette chorale improvisée. Peut-être qu'il s'agissait d'une fête de rue. Je ne lâchais pas la main de Finn tandis qu'il devisait avec ses amis du Trinity College. Tous étaient vêtus de vert et agitaient des grosses pancartes. J'arrivais à lire à peu près tous les mots, mais il y en avait un que je ne connaissais pas, Sion. Il figurait pourtant sur tous les panneaux. Ceux-ci jaillissaient devant moi, montaient haut dans le ciel, mélange d'anglais et d'irlandais. Assez de Mayfield. Here go back. Dublin dit non. Dublin, pardon. Je tirai Finn par la manche. Finn, qu'est-ce qui se passe? Rien. Paige, reste calme une minute. Sion, dehors, ah bah Sion, Sion, dégage de Dublin. Nous nous trouvions désormais au pied de la statue bousculée par la foule. J'avais toujours bien aimé Molly. Je trouvais qu'elle avait un joli visage. Ce jour-là, pourtant, elle semblait différente. Quelqu'un lui avait placé un sac sur la tête et une corde autour du cou. Les larmes me montèrent aux yeux. Pas mal la manifestation. Comme en France. Finn, je n'aime pas ça. Sion, dehors, ah bah Sion, Sion, dégage de Dublin. Je veux rentrer à la maison. La copine de Finn me toisa en fronçant les sourcils. Kay, je l'avais toujours bien aimée aussi. Elle avait des cheveux magnifiques d'un auburn sombre, qui luisaient comme du cuivre et frisaient comme des ressorts. Ses bras étaient pâles et parcourus de taches de rousseur. Finn lui avait offert une bague de cladag qu'elle portait, la pointe du cœur vers le corps. Elle était toute de noir vêtue, et ses joues étaient peintes en vert, blanc et orange. Finn, ça pourrait mal tourner, déclara-t-elle. Tu devrais peut-être la ramener. Comme il ne répondait pas, il lui décocha un coup de poing. Finn! Quoi? Ramène Paige à la maison. Bon Dieu, Cleary a des bombes artisanales dans sa bagnole. Pas question, je ne raterai ça pour rien au monde. Si ces salopards arrivent à entrer, on ne pourra plus jamais les faire sortir. Elle a 6 ans. Elle ne devrait pas assister à ça. Kay m'attrapa la main. Je la ramène si tu ne veux pas le faire. Ta mère aurait honte de toi. Non, je veux qu'elle soit là pour le voir. Il s'agenouilla devant moi et retira sa casquette. Sa tignasse était toute ébouriffée. Finn ressemblait à mon père, mais son visage était tout vert et chaleureux, et ses yeux aussi bleus qu'un ciel d'été, et son crâne chauve bien luisant avec beaucoup de brillance.
Non, c'est pas vrai. Il posa les mains sur mes épaules. Paige, Eva, déclara-t-il d'un ton sérieux. Tu sais ce qui se passe? Je secouai la tête. Des méchants arrivent par la mer. Ils vont nous enfermer dans notre ville et ne plus jamais nous laisser sortir. Ils feront de cet endroit une de leurs cités-prisons. On n'aura plus le droit de chanter nos chansons ni d'aller voir les gens en dehors de l'Irlande. Et les personnes comme toi, Pip, ils ne les aiment pas. Je regardai Finn bien en face et compris ce qu'il voulait dire. Il avait toujours su que je pouvais voir des choses. Je savais où vivaient tous les fantômes de Dublin. Est-ce que cela me faisait de moi quelqu'un de mauvais? Mais pourquoi Molly, elle, a un sac sur la tête, Finn? C'est ce que font les méchants quand ils n'aiment pas quelqu'un. Ils leur mettent un sac sur la tête et une corde autour du cou. Pourquoi? Pour les tuer. Même les petites filles comme toi. Je tremblais désormais des pieds à la tête. Mes yeux me faisaient mal. Une boule se forma dans ma gorge, mais je ne pleurais pas. J'étais courageuse. Courageuse comme Finn. Finn! L'appela Kay. Je les vois! Sion, dehors! Ah bas, Sion! Mon cœur battait trop fort. Finn essuya mes larmes et m'enfonça sa casquette sur le crâne. Sion, dégage de Dublin! Ils arrivent, Paige. On doit les arrêter. Il me serra les épaules. Tu veux bien m'aider à les arrêter? J'acquiesçai. Finn, mon Dieu, ils ont des chars! Alors mon monde explosa. Les méchants visaient la foule et lui décochaient des traits de feu. Je me réveillai des détonations plein les oreilles. Ma peau était humide et froide, mais je bouillais intérieurement. Les souvenirs m'avaient embrasé tout le corps. Je revoyais Finn, un masque de haine sur le visage. Finn qui m'appelait toujours Pip. Je repoussai du pied mon sac de couchage. 13 ans plus tard, j'entendais encore les coups de feu. Je voyais toujours Kay, les yeux grands ouverts, fauchés par la mort. Le sang sur son chemisier. Une balle en plein cœur. C'était ça qui avait poussé Finn à se ruer sur les soldats, m'abandonnant derrière lui, accroupi sur la brouette de Molly. Je lui criai, lui hurlai de revenir, mais il n'en fit rien. Je ne le revis plus jamais. Je ne me souvenais plus de grand-chose après ça. Je sais que quelqu'un me ramena à la maison. Je sais que je pleurai Finn jusqu'à avoir la gorge en feu. Et je sais que mon père ne laissa plus jamais tante Sandra me revoir, pas avant la messe du souvenir. Après quoi, je cessai de pleurer. Les larmes ne pouvaient pas ramener les gens. J'essuyais la sueur qui me dégoulinait sur le visage. Je devais me trouver encore sur le terrain de Magdalene. Je roulais de côté. J'avais si froid que je ne sentais même plus mes pieds. Je me recroquevillais en boule. Le feu avait dû s'éteindre. Il pleuvait, mais je n'étais pas mouillé. Je levai la main. Mes doigts effleurèrent une sorte de toile tendue qui m'abritait temporairement des éléments. Je mis ma capuche et allai jeter un coup d'œil à l'extérieur. Gouverneur! Je ne vis aucun signe de lui, ni de la biche, ni du feu, ni du paix. Elle n'a pas dit ça. Je grelottais déjà de froid, mais mes frissons empirèrent. Où était-il allé? Il ne pouvait pas se trouver encore à Sheol-Wan. Nous n'avions même pas quitté Sheol-Wan. Magdalene et les terres attenantes faisaient partie du système de résidence. Nous n'avions parcouru qu'1 ou 2 kilomètres depuis le point froid. Le vent se leva. Je me blottis sous mon abri de fortune. Je ne voyais aucune raison pour qu'il m'ait abandonné. Pas une. Peut-être n'avais-je pas dormi très longtemps. J'enfilai mes chaussettes et mes bottes et fouillai dans mon sac de couchage. À ma grande surprise, j'y découvris quelques fournitures. Des gants, une seringue hypodermique d'adrénaline, ainsi qu'une petite torche argentée fourrée dans la doublure, à côté d'une enveloppe en papier craft. Mon nom était inscrit dessus. Je reconnus son écriture et l'ouvris sans tarder. Bienvenue dans le No Man's Land. Ton test est de tout simple. Regagner Sheol-Wan aussi vite que possible. Tu n'as ni nourriture, ni eau, ni carte. Sers-toi de ton don. Fie-toi à ton instinct. Et fais-moi l'honneur de survivre à la nuit. Je suis sûr que tu préférerais ne pas être secouru. Bonne chance.
Je contemplai le message pendant de longues secondes, puis le déchirai en lamelles. J'allais lui montrer tout de suite. Il essayait de me faire peur, mais je ne lui donnerai pas satisfaction. Survivre à la nuit. Qu'était-ce censé signifier? Il devait m'estimer bien faible s'il me pensait capable de succomber à un peu de vent et de pluie. Si j'avais su gérer les rues sordides de Silo, je saurais gérer une forêt sombre. Quant à la nourriture, pourquoi en aurais-je besoin? Ce n'était pas comme s'il m'avait largué au milieu de nulle part. Si? Quand je jetai un nouveau coup d'œil hors de la tente, je trouvai une boîte ornée du symbole de Sion-Id, le bras armé du gouvernement. 2 traits en angle droit, comme une potence, et 3 segments plus courts barrant la ligne verticale. Je trouvai à l'intérieur un nouveau message. Sois prudente avec les fléchettes. Si elles se brisent, l'acide à l'intérieur te provoquera un arrêt cardiaque. N'utilise les fusées qu'en cas d'urgence. Une escouade de vestes rouges viendra à ta rescousse. Ne pars pas vers le sud. Je déchirai de ma torche le reste de la boîte. Un pistolet à long canon, un lance-fusée, un vieux zippo, un couteau de chasse et 3 fléchettes métallisées à air comprimé. Les symboles avertissant d'une matière toxique et corrosive en barraient le côté, ainsi que les mots acide fluorhydrique, HF. Un pistolet tranquillisant et une poignée de fléchettes d'acide. Pourquoi ne m'avoir pas tout simplement donné mon arme? Bon, si je ne voulais pas passer la nuit dans cette clairière, j'allais devoir commencer quelque part. Je roulai mon sac de couchage afin de le faire rentrer dans la pochette prévue à cet effet, mais je laissai l'abri en place. Il pourrait se révéler être un point de repère utile au cas où je me mettrais à tourner en rond. Quelque chose entourait le campement. Un cercle de minuscules cristaux blancs. Je m'agenouillai pour en ramasser une pincée, puis dardai la pointe de ma langue pour y goûter. Du sel. Le camp avait été érigé dans un cercle de sel. Je restai parfaitement immobile. Selon certains voyants, le sel servait à repousser les esprits. Ils appelaient ça l'allomancie, mais cette croyance était erronée. Cela n'arrêtait en rien les poltergeists. Essayait-il juste de me faire peur, en me laissant au centre de cette mise en scène? La capuche sur la tête et la fermeture de ma veste remontée jusqu'au menton. Je rangeai mes maigres effets. Je fourrai fléchettes et pistolets dans le sac, les protégeant de mon duvet, et passai le lance-fusée à ma ceinture. Le couteau trouva sa place dans ma botte, la seringue dans ma veste. J'enfilai les gants. J'avais hâte de me retrouver face à cette raclure. Je le visualisais scrutant l'horloge, comptant les minutes jusqu'à mon retour, assis près de son feu bien au chaud. J'allais lui montrer. J'allais pas me laisser ridiculiser. On me surnommait la rêveuse pâle, et il allait comprendre pourquoi. Pourquoi Jax m'avait choisi. Parce que, contre toute attente, j'avais survécu. Je fermai les paupières, tâchant de repérer la moindre activité éthérée. En vain. Aucun territoire des rêves dans les parages. J'étais seul. Quand je rouvris les yeux, le ciel capta mon attention. Par chance, je m'étais réveillé à temps. De gros nuages s'apprêtaient à avaler les étoiles, et, le soleil étant couché, je n'avais pas d'autre moyen de m'orienter. Comme je ne trouvais pas Sirius, je cherchais la ceinture d'Orion. J'avais appris lors d'un discours passionné de Nick sur l'astronomie que le Nord se trouvait grosso modo à l'opposé de cette constellation. Je savais également où il se situait par rapport à Sheol-1. Je repérai les 3 étoiles et fis lentement demi-tour pour me positionner dans le bon axe. Je n'avais devant moi qu'une étendue bien dense de forêt, aussi sombre qu'elle était épaisse et envahissante. Mon cœur s'emballa. Je n'avais jamais eu peur du noir, mais j'allais devoir me fier à mon 6e sens pour détecter la moindre agitation. Ce qui était sans doute le but de la manœuvre, me mettre à l'épreuve. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Les bois étaient tout aussi sombres à l'autre bout de la clairière. Cette direction-là m'amènerait vers le sud, loin de la colonie. Ne pars pas vers le sud. Je comprenais son manège.
Il comptait sur moi pour que je lui obéisse, comme une bonne petite humaine. Pourquoi irais-je vers le nord alors que le nord me ramènerait à ma condition d'esclave et au gouverneur, à l'origine de ma venue ici? Je n'avais rien à lui prouver. Je pivotais face à la ceinture. J'irai vers le sud, loin de ce trou à rats. Le vent faisait craquer les feuilles, glaçant ma peau mouillée. C'était maintenant ou jamais, si je prenais le temps de réfléchir à ce qui pouvait ou non rôder là-dedans. Je n'aurais plus le courage de prendre une décision. Je serrais les dents et m'enfonçais dans la forêt. Il faisait noir, un noir de pois. La pluie avait ramolli la terre, désormais spongieuse. Pourtant, mes pieds ne produisaient aucun son, tandis que je progressais rapidement entre les chênes, trottinant même parfois, me servant de mes mains pour écarter les branches les plus basses. Dans le fin rayon de ma lampe, je distinguais la brune épaisse qui s'enroulait autour des troncs et planait tel un suaire sur le sol, faisant disparaître mes bottes. Il n'y avait aucune lumière naturelle. Je priais pour que ma torche électrique ne rende pas l'âme. Elle était frappée du sceau de Sion, sans doute un équipement emprunté à la DVN. Une source de soulagement certaine, les matériels de Sion ne tombaient pas souvent en panne. Je pris soudain conscience que je devais me trouver au-delà des limites habituelles de Shiolwan. Cet endroit n'était pas surnommé le No Man's Land sans raison. Il n'appartenait à personne, ou peut-être à Sion, mais pas forcément. J'ignorais complètement où j'aboutirais, mais je savais qu'Oxford se situait au nord de Londres. J'allais donc dans la bonne direction. Ma veste et mon pantalon étaient suffisamment sombres pour me cacher aux regards les plus acérés, et mon sixième sens était plus affûté que jamais. Je pourrais franchir n'importe quelle ligne réfaillite. J'étais capable de passer par-dessus une clôture aussi aisément que par-dessous. Et si quiconque m'attaquait, je pourrais faire usage de mon talent. Je sentirais mes ennemis suffisamment à l'avance. Je me rappelais alors ce que Lys m'avait dit de cet endroit à mon arrivée. Une campagne désertique. On l'appelle le No Man's Land. Cela m'aurait réconforté si elle m'avait répondu autre chose quand je lui avais demandé si quelqu'un avait déjà essayé de s'échapper par là. Oui, avait-elle dit. Simplement oui. Une façon assez explicite de préciser que personne n'y était parvenu. D'autres voyants avaient suivi ce chemin et en étaient morts. Peut-être avaient-ils, eux aussi, été mis à l'épreuve. Le test consistait-il simplement à résister à la tentation de fuir? Cette idée me donna des sueurs froides. Des mines antipersonnelles, des pièges. Il y en avait par ici. J'imaginais des caméras dans les arbres surveillant chacun de mes mouvements, attendant de me voir poser le pied sur un explosif. Je ralentis. Non, non, il fallait que je continue. Je pouvais me tirer de là. Ils espéraient que je réfléchirais au risque. Je faillis rebrousser chemin, mais ma détermination était plus forte. Je songeais malgré moi au gouverneur, à David et au superviseur assis au coin du feu, faisant teinter leurs verres en me voyant exploser. Eh bien, messieurs, je porte un toast à la marche-rêve, dirait le superviseur. La plus grande idiote que nous ayons jamais ramenée à Shiolwan. Qu'inscrirait-il sur ma pierre tombale? Paige Mahoney ou simplement 20 59 40, à condition qu'il reste quelques morceaux de cadavre à enterrer. Je m'arrêtai et pris appui contre un arbre. C'était dément. C'était même dingue. Non, on n'a pas dit ça. Pourquoi m'imaginais-je toutes ces choses? Le gouverneur ne pouvait pas supporter le superviseur. Je serrai fermement les paupières et visualisai un autre groupe. Jackson, Nick et Eliza. Il espérait mon retour à la citadelle, partait à ma recherche. Si je parvenais à sortir de ces bois, je pourrais me débrouiller pour les rejoindre. Au bout de quelques secondes, je finis par ouvrir les yeux. J'avisai alors ce qui gissait du sol. Des os, des ossements humains. Un squelette paré d'une tunique blanche en lambeaux, auquel il manquait la moitié des jambes. Je reculai en me faisant presque un croche-patte. Mon pied écrabouilla quelque chose. Un crâne. Un sac se trouvait tout contre la carcasse. La main du défunt
en tenait toujours la tanière. Je lui arrachai avec un craquement d'os brisé. Des mouches se repassaient du reste de chair, des mouches géantes et velues, toutes gonflées de leur festin. Elles s'envolèrent quand je récupérai les affaires du malheureux. Ma lampe parcourut le contenu de sa besace, un gros morceau de pain moisi et une bouteille vide. Je fus de nouveau prise de frissons. Je pivotai vers la droite. À quelques pas de moi, un cratère béait entre les feuilles, à moitié rempli d'eau de pluie. Des éclats d'os et des restes d'explosifs jonchaient le sol. J'étais littéralement en terrain miné. Je m'adossai au chêne le plus proche. Je ne pouvais circuler là-dedans en pleine nuit. Je m'éloignai à pas prudents, enjambant les squelettes. Tout va bien, Paige. Les jambes tremblantes, je mis le cap vers le nord, et m'en retournai par où j'étais venu. Je ne m'étais guère éloigné de la clairière. Je la retrouverai bientôt. Après quelques mètres, je me pris le pied dans une racine et m'affalai au sol. Je me crispai, sentant mon cœur battre la chamade, mais aucune explosion ne se déclencha. Je me redressai sur les coudes, fouillai dans ma veste et en sortis le zippo, que j'ouvris du pouce. Une flamme bien nette s'en éleva, une route vers l'éther. Je n'étais pas augure, le feu n'était pas mon ami, mais je pouvais m'en servir pour accomplir une sorte de séance miniature. « J'ai besoin d'un guide, chuchotai-je. Si quelqu'un m'entend, approchez de la flamme. » Pendant longtemps, il n'y eut aucune réaction. La flamme vacilla et crachota. Puis mon sixième sens prit vie, et un jeune esprit émergea d'entre les arbres. Je me hissai sur mes pieds. « Je dois regagner mon camp, dis-je en brandissant le briquet. Acceptes-tu de m'y aider ? Je ne pouvais pas l'entendre répondre, mais il se dirigea vers la bonne direction. Je savais qu'il s'agissait de l'esprit de la tunique blanche, et je me mis à courir. Il n'avait aucune raison de m'induire en erreur. J'aperçus bientôt le cercle de sel. La pluie éteignit la flamme du briquet, mais l'esprit resta près de moi. Il me fallut quelques minutes pour recouvrer mon calme. C'était difficile à admettre, mais je n'avais d'autre choix que de prendre la route du nord. Je m'assurai que mes affaires étaient toujours là, puis je retournai sous le couvert des arbres, la torche électrique dans les une main, le zippo dans l'autre. L'esprit sur mes talons. Après une demi-heure de marche, ce dernier s'enroula autour de mes épaules comme une corde. Je marquai une pause, le temps de m'assurer que la ceinture d'Orion était bien derrière moi. J'ajustai ma trajectoire peu avant de disparaître de nouveau dans les ténèbres. Les oreilles et le nez me piquaient, et mon sixième sens m'envoyait des frissons dans tout le corps. Je sentais à peine mes orteils. Je m'immobilisai, les mains sur les genoux, prenant de profondes respirations pour tâcher d'apaiser mes nerfs. En inspirant, je sentais une odeur reconnaissable entre mille, l'odeur de la mort. Le faisceau de ma lampe était inconstant. Les relents de chair en putréfaction étaient de plus en plus prégnants. J'arpentai les lieux pendant une bonne minute, avant d'en retrouver la source, un autre cadavre. Sans doute celui d'un renard. Des touffes de poils au burn, maculées de sang coagulé, des orbites remplies d'asticots. Je m'enfouis le nez et la bouche dans la manche. La puanteur était insupportable. La créature qui avait causé ce carnage était dans ces bois, avec moi. « Bouge, Paige, bouge !» Ma lampe clignota. J'avais à peine repris ma marche qu'une brandille craqua. Avais-je imaginé ce bruit ? Non, bien sûr que non. Mon ouïe fonctionnait parfaitement. J'entendais le sang qui me battait aux tempes. Je m'adossai à un arbre, tâchant de respirer aussi discrètement que possible. Un garde, une veste rouge en patrouille. Mais je perçus alors des pas bien trop lourds pour être humain. J'éteignis ma lampe torche et la rangeai dans ma poche. Inutile de la garder en main. La rallumer trahirait ma position. Le silence était oppressant. Je n'y voyais goutte, mais je perçus un nouveau bruit de pas, plus proche, puis des dents s'attaquant à une carcasse. Quelque chose avait trouvé le renard. Où était revenu le chercher ? Je mis une main en coupe autour du briquet.
Mon cœur faisait des choses étranges. Je ne savais pas s'il avait tant accéléré que ses pulsations se résumaient désormais à un vrombissement continu ou il avait tout simplement cessé de battre. L'esprit tressaillit derrière moi. Les minutes s'engrenèrent. J'attendis, j'allais fatalement devoir reprendre mon avancée, mais je savais qu'une créature rôdait à proximité. 3 claquements gutturaux. Tous les muscles de mon corps se contractèrent. Je respirais par le nez, m'efforçant de garder les lèvres scellées. J'ignorais la nature de ce bruit, mais elle n'était certainement pas humaine. J'avais déjà entendu les Réphaïm produire des sons étranges, mais jamais d'aussi horribles et viscéraux. Une brise soudaine moucha mon briquet. Mon esprit guide s'enfuit. Pendant une minute, le froid me paralysa les doigts. Puis je me souvins du pistolet, rangé dans mon sac. Il était illusoire d'espérer d'atteindre mon poursuivant, mais je pouvais au moins faire diversion. Me donner le temps de repartir. J'envisageais de grimper à un arbre, mais je repoussais cette idée aussi sec. Ce genre d'escalade n'était pas mon fort. Mieux valait me trouver une autre planque. Toutefois, gagner un peu de hauteur semblait être une idée pleine de sens. Si je me bécotais un endroit en surplomb, je pourrais illuminer cette créature et voir de quoi il s'agissait. Je rangeai mon briquet et fouillai dans mon sac. Dès que j'eus le pistolet en main, je m'attelai à extraire une fléchette de son emballage. Chacun de mes mouvements me paraissait horriblement bruyant. Chaque exhalaison, chaque bruissement de tissu. Enfin, je sentis le contact froid et lisse d'un cylindre entre mes doigts. Je savais charger une arme ordinaire, mais il me fallut quelques minutes pour comprendre le fonctionnement de celle-ci dans le noir, avec les mains moites et en tâchant de ne pas produire le moindre son. Lorsque la fléchette fut enclenchée, je levai les bras, visai et tirai. Le projectile atteignit son but en sifflant comme de la graisse dans une poêle chaude. La créature se précipita vers la source de vacarme. Elle traînait dans son sillage sa propre signature auditive, un bourdonnement des mouches. Il ne s'agissait pas d'un animal. La nausée me menaça. J'avais beaucoup entendu parler des émimes, mais jamais réellement envisagé d'en affronter un. Même après ce que j'avais entendu lors du discours de bienvenue, même après ce que la veste rouge m'avait perdu en main, je soupçonnais encore qu'il n'existait pas, jusqu'à cet instant. J'arrivais à peine à tenir debout. Mes mains et mes lèvres tremblaient horriblement. Je ne pouvais plus ni respirer ni réfléchir. La chose pouvait-elle entendre mon pouls, sentir ma peur? Bavait-elle déjà d'envie, ou étais-je suffisamment loin pour qu'elle n'ait pas encore détecté ma présence? Je chargeai une deuxième fléchette. Le rongeur reniflait l'endroit où j'avais tiré. Je fermai les paupières et me tendis vers les terres. Quelque chose clochait, déconnait même sérieusement. Tous les esprits du coin avaient pris la fuite. Comme terrifiés, pourtant, qu'avaient-ils à craindre d'une créature du monde physique? Ils ne risquaient tout de même pas de mourir à nouveau. Quoi qu'il en fût, je ne pouvais pas faire appel à eux. Je pris soudain conscience que je n'entendais plus le ronfleur. Mes mains étaient glissantes de sueur. J'arrivais à peine à tenir mon arme. Je pouvais y rester une seconde à l'autre. Une carcasse de viande fraîche. Tout ceci n'avait donc été qu'une mise en scène. Nashira n'avait jamais souhaité que je gagne mes couleurs. Elle avait juste voulu ma mort. Pas aujourd'hui, songeai-je. Pas aujourd'hui, Nashira. Je m'élançai. Mes bottes martelèrent le sol aussi fort que mon cœur cognait contre mes côtes. Où était-il? M'avait-il déjà vu? Quelque chose me frappa entre les omoplates. Je me trouvai un instant en apesanteur, suspendu dans les ténèbres. Puis je heurtai lourdement le sol, mon poignet se retourna et craqua. Je ravalai mon cri une demi-seconde trop tard. Mon flingue m'avait échappé. Aucune chance de le retrouver dans ces conditions. J'entendis la chose se rapprocher. Elle était presque sur moi. Je plongeai ma main valide dans ma botte et en tirai le couteau de chasse. J'oubliai mon esprit. J'enfonçai ma lame dans une bouillie mollasse.
Quelque chose me dégoulina sur l'avant-bras. Bzzz. Un autre coup, puis deux. Bzzz, bzzz. Des choses n'arrêtaient pas de tomber sur le visage. Des petites choses rondes. Je sciais pour les chasser des yeux, toussais pour ne pas les avaler. Des doigts se refermèrent autour de mon cou, et une haleine chaude et fétide me caressa la joue. Coup de couteau, coup de couteau. Bzzz. Des dents claquant non loin de mon oreille. Je frappais encore, m'enfonçais dans la chair, retirais le couteau. La lame fendit le muscle et les nerfs. Puis le ronfleur disparut. J'étais libre. Mes mains étaient couvertes d'un fluide sirupeux et nauséabond. La bile qui me remontait dans la gorge me brûlait la bouche et le nez. Ma lampe gisait 3 mètres plus loin. Je rampais vers elle, serrant contre ma poitrine mon poignet blessé. Je me l'étais déjà cassé par le passé. Cela faisait un mal de chien. Je progressais sur un seul bras, le poignard entre les dents, inondé de sueur rance. L'odeur d'un cadavre me retournait l'estomac, m'envoyait de douloureuses remontées dans la gorge. J'attrapai enfin ma lampe torche et me retournai pour en balayer l'obscurité. Je distinguais des formes sombres entre les arbres, d'autres bruits de pas, d'autres ronfleurs. Non. Une migraine m'assaillit. Ma vision se troubla. Je ne veux pas mourir. Prendre possession du papillon m'avait bien plus affaibli que je ne l'avais imaginé. Cours. Je sortis la seringue de ma veste. Mon dernier recours. Le lance-fusée n'en était pas un. Je ne m'en servirai pas. Je ne perdrai pas cette partie. De l'adrénaline auto-injectée Sion Aid. Un cocktail bien plus puissant que ceux que Jax utilisait pour me maintenir éveillé. Je me plantai l'aiguille dans la cuisse, sans même baisser mon pantalon. Une douleur aiguë, je jurai sans retirer la pointe. Une soudaine décharge pénétra dans mon muscle. L'adrénaline de Sion était conçue pour réveiller le corps entier. Pas uniquement pour l'aider à fonctionner, mais pour vous insensibiliser et vous rendre plus fort. Les vigiles se shootaient à ça en permanence. Mes muscles s'assouplirent. Mes jambes se renforcèrent. Je me levai d'un bond et me mis à sprinter. La drogue n'affectait pas mon sixième sens, mais elle accroissait ma faculté de concentration. Le ronfleur était doté d'un territoire des rêves sombre et caverneux, un trou noir dans les terres. Je ne m'y enfoncerais pas très profondément si je tentais de m'y infiltrer. J'essayais néanmoins sans vraiment quitter mon corps. Un nuage noir m'avala. Mon territoire des rêves s'assombrit et mon champ de vision s'étrécit. Il fallait que je le repousse. Une série de sauts devrait faire l'affaire. Mon esprit quitta mon corps, fracturant le rebord de son territoire. La créature poussa un hurlement déchirant. Elle cessa d'avancer. Au même instant, une douleur fulgurante me propulsa de force dans mon propre territoire. Mes pommes touchèrent le sol. Je me relevai avec peine, le souffle court. Une prairie succéda au bois. J'aperçus les flèches du manoir. La ville, la ville. L'adrénaline circulait dans mes veines, alimentait mes muscles, accroissait ma vitesse. Mon poignet pendouillait le long de mon corps, tandis que je me précipitais comme une repentante vers la geôle. Mieux valait être prisonnière que morte. Le ronfleur hurla. Son cri se répercuta dans chaque cellule de mon corps. Je sautai par-dessus un grillage et repris aussitôt ma course. Un mirador surmontait le manoir. Il devait s'y trouver une veste rouge armée d'un fusil. Il pouvait arrêter le ronfleur, l'abattre. Mes vêtements ruisselaient de sueur. Je n'étais plus très loin. Je ne sentais pas encore la douleur, mais je savais que je m'étais déchiré un muscle. Je dépassais un panneau rouillé indiquant « L'usage de la force est autorisé ». Bien. Je n'avais jamais autant eu besoin qu'on use de la force. Je distinguais clairement le tour de guet, désormais. J'étais sur le point d'appeler à l'aide, de sortir le lance-fusée, quand je me retrouvai paralysé. Un filet à grosse maille m'était tombé dessus. Je m'époumonnais. « Non, non, tuez-le !» Je me débattais comme un poisson au bout de sa ligne. Pourquoi m'avait-il attrapé ? Ce n'était pas moi, l'ennemi.
Bien sûr que si, me siffla une voix dans ma tête, mais je ne l'écoutais pas. Je devais me libérer de ce piège. Le ronfleur approchait. Il allait m'étriper comme il avait étripé le renard. Un craquement, une voix appelant mon nom. Calme-toi, Paige, tout va bien, tu ne risques plus rien. Mais je ne lui faisais pas confiance. Je la craignais, je me tortillais jusqu'à m'extraire du filet, et voulus me remettre à courir. À cet instant, quelqu'un m'attrapa et me tira en arrière. Paige, concentre-toi. Serre-toi de ta force. Serre-t'en. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais tétanisé par la peur. Mon cœur battait trop vite. Je n'arrivais plus à suivre. Je ne voyais plus que par intermittence. J'avais la bouche toute sèche. Étais-je encore debout? Paige, à ta droite. Attaque-le. Je tournai la tête dans la direction indiquée. Je le distinguai à peine, mais compris qu'il n'était pas humain. Ma peur atteignit son paroxysme. Je me protégeai dans l'éther, dans le néant, puis dans quelque chose. Je ne vis plus que mon corps recroquevillé au sol, mais pas à travers mes yeux, à travers ceux d'une biche. Eh ben merci à tous les bozos de m'avoir écouté. Alors c'est vrai que ces derniers temps, cette dernière semaine, j'ai pas été très présent parce que j'étais parti aux États-Unis, en Californie, pour rencontrer un petit peu ma communauté des bozos, où j'ai pu discuter un petit peu avec eux de l'œuvre, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et puis faire un événement social. On a pu boire des coups. Mais c'est promis, je reviens dans quelques jours en France, à nouveau pour vous lire et reprendre de manière plus régulière. Bonne season. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.